La jeune fille était suspendue dans les airs au-dessus de l'entrée d'un grand temple gris. Ses cheveux avaient une teinte lavande, et elle portait sur la tête un ornement semblable à une tiare, orné de pierres précieuses. Un cristal en forme de diamant, de la couleur du ciel, reposait sur son front. Elle était vêtue d'une robe blanche au décolleté profond et d'une cape bleue. Tenant un parchemin dans ses mains, la jeune fille s'adressa à la foule rassemblée de jeunes garçons et filles, annonçant que tout étudiant de 19 ans n'ayant pas atteint le 6e niveau d'études, Kai serait expulsé de l'école. Ceux dont les noms seraient appelés seraient libres de vaquer à leurs occupations. Alors que la jeune fille commençait à lire une longue liste de noms, un étudiant aux cheveux bruns et longs, nommé Gucci Young, se tenait anxieusement dans la foule. Il s'entraînait au chi depuis plus de 6 ans, mais n'avait réussi qu'à atteindre le 5e niveau. Il était tout juste en dessous des exigences requises pour rester dans la secte des immortels. Quand il s'aperçut que son nom ne figurait pas parmi ceux qui avaient été annoncés, il poussa un juron et s'évanouit, s'effondrant sur le sol. Le jeune homme se redressa brusquement dans son lit en hurlant, convaincu qu'il venait de faire un terrible cauchemar. La jeune fille qui lisait les noms s'approcha de lui. Le garçon fut étonné par sa présence et remarqua la multitude de bulles colorées qui flottaient autour d'elle, lui demandant d'où elle venait. En réponse, la jeune fille affirma qu'elle ne comprenait pas ses commentaires et réitéra qu'en tant que personne n'ayant pas atteint le 6e niveau dans le délai imparti, elle serait expulsée. Sia mentionna qu'atteindre le 5e niveau de Chi serait suffisant pour assurer sa sécurité et celle de ses proches tout au long de sa vie. Malgré cela, il sembla l'ignorer et insista à nouveau sur les bulles multicolores étranges qui l'entouraient. Irrité par sa réaction, Sia informa Guo qu'il était resté inconscient pendant une demi-heure avant de quitter la pièce, mentionnant que beaucoup ne pouvaient pas accéder au royaume immortel. Cependant, le jeune homme l'interrompit. La jeune fille se retourna, s'attendant à le voir toujours allongé sur le lit, mais il s'était soudainement déplacé pour se trouver à seulement 1 centimètre de son visage. Cheyenne était très proche de Ziya, discutant une fois de plus de ces bulles étranges. Il tendit la main pour en toucher une. Ziya était incroyablement frustrée et déconcertée, au point de se retrouver figée sur place, jurant, tandis que le jeune homme persistait à vouloir atteindre la bulle. À cet instant, lorsque le jeune homme entra en contact avec la sphère bleue, il ressentit une douleur et eut l'impression d'être submergé par une force mystérieuse. Sia, furieuse des actions de Guo, le frappa violemment au visage, l'envoyant s'écraser contre le mur. À ce moment-là, un autre jeune homme entra dans la pièce, annonçant joyeusement que Shei Young avait repris conscience, mais son sourire se transforma rapidement en étonnement devant la scène qui se déroulait devant lui. Sia s'approcha du jeune homme, la voix pleine de colère, lui demandant de faire sortir la jeune fille de la pièce. Pendant ce temps, Shei Young était à genoux sur le sol, exprimant son inquiétude quant à la possibilité d'avoir des côtes cassées. Le jeune homme s'accroupit, riant en faisant remarquer à Guo qu'il l'avait vu essayer de toucher Sia. Il fit remarquer que Shei Young avait l'intention de quitter l'école, mais qu'il avait tout de même eu l'audace de toucher la main de la plus belle membre de la secte, Z. King Q, indifférente aux commentaires du jeune homme et imitant son expression, se concentrait uniquement sur les bulles qui tourbillonnaient autour de lui, qui, bien que légèrement différentes de celles de King Q, étaient globalement similaires. Le garçon demanda à Guo s'il savait que Ziya, en tant que disciple interne passant l'examen, était classée première en termes de prouesse physique. À ce moment-là, Guo se leva et commença à s'approcher des bulles qui entourèrent le garçon. Le type se sentit mal à l'aise face aux actions de Guo et lui demanda ce qu'il faisait. Guo répondit que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Doutant de lui, l'homme se précipita hors du bâtiment, proclamant que Chai Yong était un pervers, tandis que Guo lui criait qu'il avait complètement mal interprété la situation. Jéhu s'attarda dans l'embrasure de la porte, réfléchissant au fait que tout ce qui se déroulait autour de lui n'était qu'un malentendu important. Soudain, il remarqua de nombreuses bulles flottant à l'intérieur du bâtiment, chacune portant une inscription telle que l'attribut de la force vitale d'un arbre. Il s'approcha des bulles et les toucha du doigt pour les faire éclater. À sa grande surprise, il constata que lorsqu'il faisait éclater les bulles, son corps absorbait tout ce qui était écrit dessus. Le jeune homme était ravi de cette découverte et envisageait la possibilité de devenir extraordinaire grâce à ses capacités. Assis sur le sol de sa chambre, Unze Young contemplait une pierre bleue et brillante dans sa main. Il en conclut que la force vitale des bulles améliorait les capacités de cultivation,
et même la pierre de qualité inférieure qu'il envisageait d'utiliser apportait 97 unités de vitalité, ce qui était impressionnant. Après avoir absorbé la pierre, la propriété initiale de la bulle disparut et se transforma en un compte à rebours. Ne comprenant pas pourquoi il avait soudainement commencé à voir ces bulles, il décida que puisqu'il avait cette opportunité, il allait en tirer le meilleur parti. Le lendemain, deux hommes qui traversaient la place discutaient de Gucci-Yong. L'un d'eux exprimait son incrédulité quant au fait que Chae-Yong puisse être un pervers. L'autre, quant à lui, se réjouissait que Gehu ait échoué au test et soit bientôt expulsé de la secte. Soudain, il entendit la voix de Chae-Yong derrière lui, l'appelant par le nom de Shanghai. Zhang se retourna pour faire face à Sa Chae-Yong et s'enfuit immédiatement en criant. Zhang supplia Gehu de le laisser partir, mais Chae-Yong se contenta de sourire avec colère et insista sur le fait qu'il ne pouvait pas le faire, car Zhang possédait ce dont il avait besoin, des bulles. Shanghai fuyait Gucci-Yong, le suppliant d'arrêter de le poursuivre. Young répondit que si Xiang cessait de courir, Gehu cesserait de le poursuivre. Onze Young réalisa qu'il devait absorber le plus rapidement possible davantage de points d'attributs d'arbre afin de restaurer son talent. Sinon, même avec plus de force vitale, il serait vain de l'absorber. Si Gehu quittait la secte, il risquait de manquer l'occasion de rassembler des points d'attributs à l'avenir. Soudain, Se-Yong s'arrêta lorsqu'il aperçut un jeune homme près duquel flottait une nouvelle bulle inconnue, le laissant si étonné qu'il cessa de poursuivre Zhang. Le jeune homme salua Chae-Yong avec un sourire chaleureux. Jae-Yong gloussa, plissant les yeux vers le jeune homme avec un regard malicieux, ce qui effraya quelque peu ce dernier. Réagissant à cela, le jeune homme suivit l'exemple de Zhang et se mit à courir loin de Gehu en criant. Jae-Yong poursuivit les deux jeunes hommes, leur ordonnant de s'arrêter, tandis que Jin, qui appelait le deuxième jeune homme Wu, leur demanda comment ils s'étaient retrouvés dans une telle situation, observant la scène depuis le bord de la route. La foule d'étudiants regardait la scène avec stupéfaction, suppliant quelqu'un de mettre fin à cette agitation. Jae-Yong a poursuivi sa course, les traitant de salauds et leur demandant de lui donner plus d'énergie de toute urgence. Il s'est rendu compte que s'ils ne parvenaient pas à absorber leurs attributs, ils seraient expulsés de la secte le jour même. Wu et Jan n'avaient pas conscience des bulles qui les entouraient et étaient déconcertés par la demande de Jae-Yong de sucer. Ils étaient plus convaincus que jamais que Gehu était un pervers. Soudain, Zhang s'arrêta et tendit le bras vers la gauche, provoquant la collision de Wu qui le heurta et jura de surprise et de douleur. Zhang exprima sa surprise de le voir. Lui et Wu fuirent Se-Yong, les encourageant à cesser de fuir puisqu'ils étaient au 6e niveau de Chi, alors que Gehu n'était qu'au 5e, ce qui leur permettait de le maîtriser facilement sans crainte. Ju, entendant cela, s'arrêta brusquement et demanda pourquoi il le fuyait, insistant sur le fait qu'il ne faisait de mal à personne. À ce moment-là, Wu se pencha pour murmurer à Zhang qu'il avait entendu des rumeurs selon lesquelles des hommes se faisaient drainer leur énergie par des femmes possédées par un fantôme. Il émit l'hypothèse que Gucci-Yong venait peut-être de se réveiller après avoir été inconscient et qu'il était peut-être possédé, cherchant ainsi à absorber l'énergie des hommes. Après avoir écouté les théories de Wu, Zhang conclut que la meilleure solution était d'utiliser ses points, et la tension commença à monter alors qu'il se préparait à se battre. Remarquant la tension croissante, Jae-Yong se sentit chanceux que Zhang soit impatient de l'affronter, car cela lui évitait d'avoir à trouver un moyen de récupérer les bulles. Il annonça qu'il était prêt à se battre, et demanda lequel des deux allait se lancer le premier. Zhang suggéra que personne ne voudrait affronter Shaitan dans un combat en tête-à-tête, et exhorta tous les élèves à s'unir contre ce pervers. Jae-Yong se contenta de sourire et déclara qu'il était tout à fait satisfait du plan actuel. Il se rendit compte qu'au lieu de se demander comment entrer en contact avec autant de personnes, il pouvait désormais se concentrer uniquement sur la collecte de bulles plutôt que de s'engager dans un combat direct. À ce moment-là, alors que Xi-Young était perdu dans ses pensées, John le frappa soudainement au visage, lui demandant à quoi il pensait et lui faisant remarquer qu'il riait comme une fille. Tae-Yong sentit la colère monter en lui et jura en faisant remarquer qu'il n'avait pas encore déclaré qu'il était prêt pour le combat. Il réfléchit à la chance qu'il avait eue d'acquérir l'attribut de Zhang, sans quoi cette blessure n'aurait aucun sens. En un instant, une foule d'étudiants convergea vers Shi-Yong de tous côtés, lui lançant simultanément des insultes. Alors qu'il le submergeait de coups de poing, il resta concentré sur l'absorption des attributs, jurant mentalement qu'il se vengerait d'eux tous à l'avenir. Cependant,
Après avoir accumulé un nombre important de bulles, l'individu se rendit compte que ses capacités de cultivation ne pouvaient pas supporter une telle quantité de points d'attribut. Soudain, il apparut dans la rue et observa tout le monde avec étonnement. Elle interrogea les élèves sur leurs activités et la raison de leur rassemblement. Soudain, elle sentit une traction sur son tibia. Baissant les yeux, elle remarqua un jeune garçon. Il était allongé sur le sol, battu, suppliant Zahir de l'aider, serrant dans ses mains plusieurs attributs de différentes couleurs. La jeune fille regarda Gehu avec surprise, avant de lui donner un coup de pied si violent qu'il fut projeté à plusieurs mètres, laissant tomber l'un des attributs. Che-Yong se dit que ce coup était cruel et qu'il avait dû faire très mal à la jeune fille auparavant. Après tout, la jeune fille était reconnue comme le plus grand génie de l'intersecte et était chargée de superviser la secte extérieure. Le jeune homme compta tous ses attributs et se rendit compte qu'il avait encore un déficit. Zia affronta Gehu, brandissant son épée et le traitant de salaud, lui rappelant que toute personne n'ayant pas atteint le 6e niveau de Chi était autorisée à quitter la secte extérieure. En réponse, Ing-Seung affirma calmement qu'il avait déjà atteint le 6e niveau d'emprisonnement du Chi. La jeune fille rétorqua qu'elle était la disciple en chef de la secte Green Cloud et qu'elle pouvait clairement voir son niveau de cultivation. Xia affirma que Gehu avait à peine atteint le 5e niveau de Chi à ce moment-là, et bien que ce fût une amélioration par rapport à ce qu'il avait au moment de l'annonce de la liste, le 5e niveau n'était toujours que le 5e niveau. Elle lui ordonna de quitter la secte, déclarant qu'elle ne le tiendrait pas responsable de ses actions passées, mais que si Gehu continuait à mentir et à tromper, elle n'hésiterait pas à démanteler sa faible cultivation. Les autres étudiants qui observèrent l'échange éprouvaient un peu de pitié pour Shei. Yan Zhong fit remarquer qu'il comprenait le fort désir de Shi-Yong de rester dans la secte, mais qu'il était crucial d'atteindre le 6e niveau de Chi avant l'âge de 18 ans. Cette règle était essentielle pour évaluer si un étudiant pouvait continuer à progresser à l'avenir. De plus, toute personne souhaitant rejoindre la secte devait avoir au moins un classement de 3e niveau. En réponse, Ju cria à nouveau, insistant sur le fait qu'il avait bel et bien atteint le 6e niveau. Sio regarda Shi-Yong avec irritation, mais il n'eut pas l'occasion de parler car le garçon déclara que si la fille ne le croyait pas, elle pouvait vérifier elle-même ses dires. La fille le traita d'obstiné et l'avertit que s'il continuait à mentir sur le fait qu'il n'avait pas atteint le 6e niveau, elle l'anéantirait. Jae-Yong demanda ce qui se passerait s'il s'avérait qu'il avait vraiment atteint le 6e niveau de Chi. Xia répondit que si tel était le cas, il recevrait tout ce qu'il désirait, et elle jura qu'elle tiendrait sa promesse. Les étudiants qui observaient Xia et Jehu chuchotaient entre eux, traitant Gehu d'imbécile pour avoir osé défier la grande sœur Ziya. La sœur en question était le génie le plus doué du clan. Son talent exceptionnel lui ayant déjà permis d'atteindre le sommet du royaume Yuan, à seulement un pas de passer au royaume supérieur. Shi-Yong, quant à lui, était un disciple de la secte extérieure qui avait déjà été expulsé. Les étudiants ne comprenaient pas comment il avait osé la défier. Le jeune homme fut surpris par cette déclaration, car il n'avait pas proposé de duel et pensait qu'il devait simplement maintenir sa position au 6e niveau de Chi aussi longtemps que possible. Le garçon observait Zi comme des bulles et reconnaissait sa diligence, sa vitalité et son intention de sabre en se basant sur ses propres expériences. Il en conclut que la vitalité était la plus importante de ses caractéristiques. Cette caractéristique influence directement la capacité de cultivation d'une personne, et il existe un os racine qui peut améliorer l'efficacité de l'énergie vitale que Jehu a déjà absorbée. L'effet de l'attribut appelé « intention du sabre » par Shi-Yong restait une énigme. Su demanda au garçon de l'attaquer afin d'évaluer sa force. Cependant, il refusa, ayant entendu dire que la jeune fille avait déjà atteint le sommet de la sphère Yuan. Su était 2 niveaux au-dessus de Yang, ce qui signifiait qu'elle pouvait facilement le vaincre d'une seule main. Il fit remarquer que dans ces circonstances, il lui serait difficile de démontrer sa véritable force. La jeune fille rétorqua qu'elle ne pourrait évaluer le niveau de Jehu qu'après qu'il ait tenté une attaque, car il s'agissait d'un test de niveau plutôt que d'un duel. Elle n'allait pas lancer l'attaque, permettant ainsi à Che-Yong de la frapper en toute sécurité. La jeune fille répondit exactement comme le garçon le souhaitait, l'incitant à réfléchir. Il se jeta sur elle avec l'intention de lui prendre sa force vitale, mais elle esquiva avec agilité et habileté, le contraignant à ne saisir que la bulle contenant son intention d'épée. Il tenta une nouvelle fois de s'emparer de l'attribut convoité, mais Zi se montra trop agile et l'esquiva à nouveau. La jeune fille pointa son épée vers Ju,
concluant qu'il était insuffisamment préparé et n'avait même pas atteint le 5e niveau. Pendant ce temps, lorsque le garçon toucha la bulle contenant l'intention de l'épée, une aura bleue l'enveloppa. Se sentant offensée par la distraction de Sheyong pendant leur combat, la jeune fille le gifla violemment au visage. Il fut projeté à plusieurs mètres, proférant des jurons tout au long de sa chute. « Tu vois, tu as conseillé à Géu qu'il valait mieux pour lui se rendre. » Elle se retourna pour partir, mais soudain, Shi-Yong l'appela, l'arrêtant dans son élan. La fille regarda Shi-Yong avec curiosité, puis il lui demanda si c'était le bon moment pour lui de passer à l'action. Le garçon se précipita vers la jeune fille, saisissant simultanément l'épée d'un autre élève. Il fit tournoyer son épée dans les airs, laissant derrière lui une traînée bleue. Tout le monde était stupéfait de voir l'épée émettre une aura. Pendant ce temps, Shi-Yong était émerveillé. Ju lui exprima sa gratitude de lui avoir permis de participer au test et lui prit une autre capacité. Le garçon réfléchit à sa chance, réalisant qu'il était le seul à pouvoir percevoir les bulles. Il n'avait même pas envisagé que l'intention de l'épée pourrait le propulser au 6e niveau, et que la force vitale du meilleur expert de l'intersection serait un cadeau inestimable pour atteindre ce rang. La jeune fille, submergée par l'émotion, commença à interroger le garçon sur l'endroit où il avait acquis l'aura de l'épée. Elle avait du mal à y croire, car seuls ceux qui avaient consacré de nombreuses années à l'art de l'épée pouvaient en maîtriser une telle aura, et elle ne comprenait pas comment un disciple de la secte extérieure pouvait y parvenir. En réponse, le garçon se contenta d'en rire, lui rappelant sa promesse antérieure de faire tout ce qu'il voulait s'il réussissait. Il plaisanta en disant qu'il aimerait prendre sa place, et que maintenant qu'il avait réussi le test, il se sentait en droit de faire des demandes. La jeune fille exprima son espoir que le garçon ferait au moins preuve d'un peu d'intégrité morale lorsqu'il passerait le test intersecte. J'ai eu à préciser qu'il plaisantait au sujet de la promesse qu'elle avait faite, expliquant que son grand-père craignait simplement qu'il ne soit expulsé de la secte, raison pour laquelle il avait intensifié la concurrence avec SEO. À cela, la jeune fille répondit qu'une fois libéré, il devrait se rendre à la porte intérieure et mentionner qu'il allait la rencontrer. Les étudiants furent assez surpris par cette réponse. Même Se-Yong fut surpris par la réaction de Ziya et ressentit un pincement d'embarras. Il décida qu'il devait d'abord se rendre au pavillon des écritures tibétaines. Il sortit du pavillon des écritures tibétaines en serrant un rouleau dans sa main. Il déplora que les disciples de la secte extérieure ne puissent atteindre que le niveau initial, bien que la technique d'assassinat à l'épée qu'il avait achetée fût réputée pour être de premier ordre. Selon la rumeur, un entraînement efficace pouvait même permettre d'exploiter les énergies de la Terre. La plupart des qualités appartenant aux disciples de la secte extérieure furent absorbées par Shi-Yong, entraînant la disparition de la pierre essentielle. En vérité, la force vitale de ces objets était plutôt pitoyable. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait pas se permettre de manquer le test de promotion à la cour prévu dans 6 mois. Après tout, il avait l'intention de s'y rendre pour mesurer ses propres capacités. Quelques jours plus tard, dans les montagnes Kilian, Géu explorait son hypothèse selon laquelle les monstres possédaient également des attributs. Sa théorie fut confirmée lorsqu'il rencontra un ours caractérisé par les attributs de rage, de protection et de force. Cependant, il n'avait pas prévu de rencontrer une bête de 2e rang dès le début de son voyage dans les montagnes. Sur le continent de Tianyuan, les monstres de 1er et 2e rang sont comparables à la zone d'emprisonnement Shi, tandis que les 3e et 4e rangs correspondent à la zone géante. Les 5e et 6e rangs sont liés au royaume de la vérité condensée, et les 7e et 8e rangs correspondent au royaume Shu et Pil. Enfin, le 9e rang correspond au royaume de Shanghai. L'ours que Géu observait était plus puissant que lui, ce qui l'obligeait à procéder avec prudence. À proximité, un disciple de l'intersection aux côtés des disciples de la secte extérieure s'était lancé avec confiance à la chasse du même ours. Les disciples de la secte extérieure commentaient l'audace de quelqu'un qui osait déranger le roi, qui s'était récemment aventuré seul dans les montagnes Kilian. L'un des disciples de la secte extérieure qui accompagnait Hua commença à raconter les événements survenus quelques jours auparavant impliquant Géu et Xia. Au cours de son récit, il mentionna le nom de sœur Xu, ce qui lui valut aussitôt une gifle de la part d'un homme enragé. L'homme était furieux qu'un disciple de la secte extérieure ait eu l'audace de mentionner sœur Xu par son nom. Shiran, rempli de colère après avoir réalisé que Shi-Yong avait désormais la capacité de tout demander et d'observer tout, voulait connaître l'emplacement actuel d'un individu en particulier. Pendant ce temps,
Jehu était engagé dans un combat contre un ours afin d'acquérir ses attributs. Il comprit qu'il ne pouvait pas vaincre l'ours. Alors il chercha à absorber autant d'attributs que possible. Au cours de l'affrontement avec l'ours, il exécuta la technique du sabre tueur solitaire, réussissant à abattre la créature d'un seul coup. Heureusement, la plupart des attributs des bêtes démoniaques sont externes, ce qui permet à Jehu d'absorber l'énergie de l'ours pour l'affaiblir. Cependant, il n'avait pas prévu que l'attribut de la rage serait si puissant. Jehu déplora l'absence d'attribut de force vitale chez la bête, supposant que cela était dû au faible niveau de l'ours. À ce moment-là, des bruits de pas et une voix ont pris Jehu au dépourvu, car il a remarqué que le disciple de la secte extérieure, qui était sur le point d'être expulsé 2 jours auparavant, était désormais capable d'abattre seul la bête au 5e niveau de chi. Chaejung se retourna, surpris par le bruit, exprimant avec dérision son incrédulité quant au fait que Gu ait réellement atteint le 6e niveau, et demandant à Shiyong d'expliquer comment il avait accompli cela. En réponse, Gu demanda grossièrement l'identité de l'homme, qui lui répondit que le frère aîné dont il était si sûr, classé parmi les 30 meilleurs disciples de la secte intérieure, se tenait juste devant lui. On lui conseilla de répondre rapidement lorsque quelqu'un comme lui adressait la parole. Chaejung s'excusa, déclarant qu'il ne se souvenait même pas de qui occupait la 2e place, et encore moins de celui qui occupait la 30e. Shiran était en colère contre le sarcasme de Gehu et ordonna à ses disciples de donner une leçon à Shiyong. 2 hommes et une fille armés d'épées s'approchèrent de Gu pour l'attaquer, mais il utilisa l'attribut de la rage pour les dépasser à une vitesse remarquable. Lui et le garde du corps de Shiran ont émis l'hypothèse que la vitesse incroyable de Jehu pouvait indiquer qu'il était un cultivateur du corps. Jehu fit remarquer qu'il avait déployé des efforts considérables pour venir à bout des ours, observant que les 3 individus qui l'attaquaient étaient au moins au 8e niveau d'emprisonnement du chi, voire plus. Malgré la capacité de Sejong à esquiver une attaque, un disciple intérieur l'attendait, dont le niveau était inconnu de la jeune fille. La jeune fille a mentionné qu'elle n'avait jamais rencontré frère Hua et qu'elle ne le connaissait pas, suggérant qu'elle devrait communiquer directement ce que Shiran attendait de Gehu. En réponse, Shiran déclara que même si Qiang n'avait aucun lien avec Hua, il souhaitait aider le roi à éviter la honte d'une promesse qui ferait de lui un héros. Il suggéra que la jeune fille pourrait développer des sentiments de gratitude à son égard, ce qui pourrait donner lieu à une histoire captivante. Sejong comprit rapidement que Shiran avait l'intention d'éliminer Jehu. Hua fit remarquer que Sejong s'était aventuré seul dans la chaîne de montagnes Kilian au 6e niveau de Chi, et que, logiquement, il serait plus sensé qu'il soit dévoré par des monstres dans de telles circonstances. À ce moment-là, Jehu désigna derrière lui avec surprise, s'exclamant que sœur Ziya était également arrivée dans les montagnes. Shiran regarda derrière lui, mais ne vit personne. Il se retourna et réalisa que Gehu avait profité de sa distraction pour se cacher pendant qu'il était momentanément distrait. Gehu, désormais caché dans un arbre, cria que Jiakonku était même prêt à sacrifier la tête de son chien pour honorer la promesse faite à Shayan. Suite à cela, Gehu disparut, incitant quelques-uns à ordonner à leurs hommes de le poursuivre, affirmant que Gehu s'était enfui au cœur des montagnes Kilian. Kion sauta de branche en branche, échappant aux disciples intersectés qui le poursuivaient. Lui réfléchit que les 30 meilleurs disciples de l'intersection devaient maintenant se trouver dans le royaume de Jajuan, et que les 3 gardes du corps Huo avaient probablement atteint le 8e niveau de Chi. Le jeune homme comprit qu'il n'avait aucune chance contre eux dans un combat loyal, tout en esquivant un serpent. Il réalisa que même si sa vitesse était compromise, il serait incapable de leur résister. Gu comprit qu'avec seulement 1 mois de préparation supplémentaire, il pourrait facilement les vaincre. Pour l'instant, le jeune homme ne pouvait que se cacher dans les montagnes pour échapper à ses poursuivants et évaluer si Gehu pouvait tirer parti de la force des bêtes monstrueuses pour vaincre ses adversaires. À ce moment-là, une jeune femme magnifique aux cheveux roses vifs se promenait dans les montagnes boisées. Cachée parmi les branches, une silhouette vêtue d'une tenue sombre, semblable à celle d'un ninja, l'observait. Soudain, la jeune fille s'arrêta et appela, s'interrogeant sur le retard de ses compagnons qui étaient censés assister à la réunion. L'homme caché lança une fusée éclairante dans le ciel, proclamant qu'il avait repéré la cible et qu'il avait besoin de renforts, signalant ainsi aux guerriers célestes depuis leur royaume céleste. Suite à cela, l'espion sauta de l'arbre, prêt à attaquer la jeune fille par derrière, lance à la main. Mais celle-ci se retourna et demanda si c'était elle qui l'avait appelé. En réponse, il fut frappé 2 fois,
et projeté contre un arbre, derrière lequel Gu Chiyong observait secrètement, retenant son souffle et pensant qu'il avait rencontré une créature redoutable. Il réfléchit à la force extraordinaire de la jeune fille, quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. En regardant l'espion tué, il remarqua les attributs de l'homme et réalisa qu'il était au-dessus du niveau Jaiyun, ce qui indiquait que cette jeune fille était dans le royaume de la vérité. Soudain, un groupe de samouraïs ressemblant à l'agresseur l'entoura. Elle fut surprise par la multitude envoyée pour la capturer. La jeune fille interrogea leur chef sur leurs intentions concernant le palais. Ils expliquèrent que la princesse était isolée dans les montagnes Qilian, ce qui en faisait une occasion rare, et que sa lignée était particulièrement attrayante. La princesse répondit qu'elle avait entendu dire que le palais céleste était peuplé de maîtres puissants, et que même un guerrier novice avait besoin d'une force considérable pour y entrer. Elle s'interrogea sur l'identité de ses adversaires. Était-il l'un des 4 grands fonctionnaires du royaume Yuan ou l'une des 12 divinités? Pendant ce temps, Gu prit les attributs du samouraï tombé au combat et cacha le corps dans les buissons. Le dieu soleil présenta ses excuses les plus sincères à la princesse et l'invita à rencontrer les maîtres à June. Une jeune fille au regard malicieux et provocateur demanda ce qui se passerait si elle choisissait de ne pas les accompagner. On lui répondit qu'il serait alors contraint de l'emmener de force, ce qui incita plusieurs samouraïs à s'approcher d'elle. La jeune fille jura et exigea que Sinjin vienne la voir directement. Le dieu du jour répondit que cette question importante avait été signalée aux autorités célestes et qu'il était prévu que le maître Xinjiang soit informé de l'endroit où se trouvait la princesse. Pendant ce temps, Kyong, toujours caché derrière l'arbre, absorbait de grandes quantités d'énergie attributive. De l'autre côté, les 3 compagnons de Hua cherchaient Kyong, perplexes devant sa fuite rapide, étant donné qu'il n'était qu'au 6e niveau de Qi. La jeune fille exprima sa peur d'être dans les montagnes, craignant qu'il ne rencontre d'autres monstres redoutables, incertaine de sa capacité à les vaincre. En réponse, un autre garde la traita de lâche et lui rappela que frère Hua était déjà en sécurité à l'intérieur de la sphère géante, et qu'il n'y avait donc rien à craindre. Soudain, une agitation éclata dans la forêt, effrayant les oiseaux qui s'envolèrent. Les disciples de la secte s'en aperçurent et supposèrent alors que le garçon avait rencontré un monstre, ce qui les incita à se précipiter vers le bruit. À leur arrivée, ils trouvèrent un jeune homme caché derrière un arbre, prêt à frapper. C'était Gu Chiyong. Débondit des buissons, l'épée à la main. Le jeune homme tressaillit, mais était satisfait que les événements se déroulent comme il l'avait prévu. Il pensait que la fin était proche. Le garçon se précipita vers la princesse, entouré de nombreux ninjas qui l'accusèrent d'être un meurtrier, en montrant Hua et ses compagnons du doigt. Jae Yong déclara qu'ils avaient tué le samouraï et l'avaient caché dans les buissons. Le dieu du jour interrogea Hua et ses gardes sur leur identité. Anxieux, Jehu exhorta tout le monde à répondre rapidement. Réalisant que ceux qui se trouvèrent devant lui étaient des maîtres, il savait qu'il devait faire attention à ses paroles. Il se présenta, déclarant qu'il était un disciple du roi insecte voisin. Le garçon nota que lui et son groupe avaient alors pour mission de capturer un disciple externe expulsé de Gu Chiyong. En réponse, Gehu déclara avec colère que tout cela était faux et qu'il n'était pas au courant de la situation. Le chef du groupe s'écria que le bruit était excessif et ordonna que tout le monde soit éliminé immédiatement. Quelqu'un, paniqué, les supplia de ne tuer personne, car c'était excessivement cruel. Cependant, les samouraïs étaient déjà déterminés à attaquer les étudiants. Lui et ses compagnons maudirent leur situation difficile due à Jehu et décidèrent qu'ils devaient s'échapper rapidement de la forêt. Il rappela à Yong que tous les guerriers qui avaient attaqué étaient experts dans les techniques de la sphère géante et qu'ils devaient élaborer un plan avant de les affronter. Il jeta un coup d'œil à la princesse et se rendit compte qu'elle n'était pas du côté des attaquants. En fait, trouver refuge derrière elle serait le choix le plus sûr pour Gehu. Chion se précipita vers la jeune fille, mais elle lui lança un regard irrité. Il sentit une énergie mortelle émaner d'elle, ce qui le mit mal à l'aise. Il fut stupéfait de reconnaître que la jeune fille qu'il avait laissée derrière lui, qu'il pensait cachée, possédait une aura mortelle. Taeyong se souvint de l'aura de l'épée qu'il avait acquise auprès de Z. King, qui s'était avéré inestimable à l'époque. Il devait maintenant obtenir l'aura de la princesse pour assurer sa survie. Le garçon lança une attaque contre la jeune fille en utilisant des techniques d'épée d'assassin, dans le but d'obtenir sa puissante aura. Ju était sur le point de s'emparer de l'attribut lorsque la jeune fille le repoussa brusquement.
Heureusement, il réussit à acquérir l'attribut juste à temps. Sheyong était imprégné du pouvoir de l'attribut, et la princesse, remarquant la nouvelle aura meurtrière de Gehu, ne comprenait pas comment il avait obtenu ses pouvoirs. Les samouraïs reconnurent que Sheyong avait la même aura que la princesse, ce qui suggérait un possible lien de parenté, et ils comprirent qu'ils ne pouvaient pas le laisser s'échapper. La jeune fille écouta ces remarques et en conclut que Gu devait être un membre de sa famille. Les samouraïs se ruèrent alors sur la princesse, mais elle les repoussa sans effort d'un simple mouvement du poignet. Le dieu du jour lança une attaque contre la princesse, affirmant qu'il avait appris qu'elle avait atteint le sommet du royaume de la vérité condensé 3 ans auparavant. Ainsi, en la conquérant, il pensait pouvoir exploiter toute la puissance de son sang. En représailles, la jeune fille frappa le dieu du jour, affirmant que la vaincre dépassait ses capacités. Quelqu'un qui écoutait leur conversation soupçonna la princesse d'être une réincarnation du sang. La jeune fille à côté de lui demanda à Chiran ce qu'il voulait dire. Il expliqua que les personnes responsables de telles réincarnations possèdent pas des talents uniques convoités par tous les cultivateurs immortels. Leur rythme de cultivation dépasse de loin celui des individus ordinaires. Si elles survivent, elles transcendent la sphère de Shanghai, la survie étant le facteur essentiel. Selon le folklore, le sang est un être maléfique primordial, fidèle à un seul partenaire désigné pour l'éternité. Le génie nécessaire pour la réincarner était crucial, jusqu'à ce que la Terre Sainte découvre un effet élixir. Plusieurs maîtres éminents l'ont appris lorsqu'ils ont infusé du sang dans leurs potions, obtenant des résultats qui pouvaient les élever au-delà de la sphère de Shanghai, après quoi les réincarnations de sang n'étaient alors plus considérées comme des génies. Chaque réincarné a été envoyé en Terre Sainte pour être cultivé comme un élixir, considéré comme une ressource perpétuelle en raison de ses cycles de renaissance sans fin. Cependant, les enfants, qui constituaient la matière première de l'élixir, ont appris leur sombre destin et se sont enfuis. Chaque réincarnation était marquée par une étoile mortelle dans les cieux. Par conséquent, lorsque le sang entra dans le royaume des mortels, la Terre Sainte lança une chasse à l'homme, anéantissant finalement toute la lignée. Elle avertit Gosh Young que s'il était effectivement lié au sang, la secte l'expulserait certainement dès qu'elle le découvrirait. Le garçon fut surpris lorsqu'il réalisa que la fille dont il avait assimilé l'aura était une réincarnation du sang. Par conséquent, lorsque Gehu absorba sa présence meurtrière, le samouraï identifia à tort Sejong comme faisant partie de la dynastie. Sejong fut soulagé que la princesse se soit engagée dans une bataille avec le dieu du jour, lui accordant ainsi un répit. La divinité du jour esquivait une nouvelle attaque de la princesse et était sur le point de descendre au sol lorsqu'il fut soudainement attrapé par une main invisible. Il s'agissait du Seigneur du ciel. Tous les samouraïs, ainsi que le dieu du jour, s'inclinèrent devant lui, ravis de l'arrivée opportune du Seigneur. L'homme remarqua qu'il n'y avait pas eu de sang depuis 3 ans, ce qui suggérait que l'équipe du dieu du jour avait accompli sa mission avec succès. Par conséquent, à son retour au palais céleste, des récompenses l'attendaient. Flavius mentionna qu'il s'occuperait personnellement de la princesse et avait l'intention de discuter des étudiants lorsque Hua l'interrompit. Il se présenta, ainsi que ses compagnons, exprimant son empressement à aider à sécuriser le sang qui coulait. Le CA reconnut sa familiarité avec les 4 clans éminents et exprima sa surprise de rencontrer leurs disciples. Hua accusa Gehu d'avoir commis de nombreux méfaits au sein de la secte, notant que Chiran le poursuivait grâce à son aura, mais interrompit involontairement le samouraï et le dieu du jour. Gehu réalisa qu'un autre adversaire redoutable était apparu, et sut qu'il devait s'échapper tant qu'il en avait l'occasion. Le Seigneur ordonna aux samouraïs et au dieu du jour de poursuivre Gu. Cependant, la princesse lança une attaque contre le dieu du jour, affirmant que leur combat n'était pas encore terminé, mais le Seigneur intervint, indiquant qu'il était désormais son adversaire. Le Seigneur conclut que le démon du royaume de Yuan protégeait un enfant qui avait atteint la zone de la prison Chi, et interrogea le roi Luan sur les chances de Gehu d'échapper aux samouraïs du palais céleste. Le dieu du jour se tenait seul dans la forêt, scrutant les environs à la recherche de Gehu. Pendant ce temps, Gu se cachait derrière un arbre, réfléchissant au fait surprenant que même après avoir acquis l'agilité du monstre, il ne pouvait toujours pas échapper au dieu du jour. Chei Yan regarda en arrière vers l'endroit où se tenait son poursuivant, mais ne trouva que le vide. Concluant que le dieu du jour était parti, il sortit de sa cachette, se sentant en sécurité. À cet instant,
Le dieu du soleil, dissimulé dans l'arbre même, bondit sur Shiyong avec l'intention de le tuer. Shiyong, cependant, sourit comme si c'était son signal, esquivant habilement l'attaque descendante. Le dieu soleil se rendit compte qu'il était piégé dans une petite fosse remplie des œufs cassés qu'il venait de briser. Gu commente le manque de préparation des dieux, visant particulièrement le dieu soleil, et se demande s'il chasse ou vole des œufs. L'adversaire répondit en suggérant que Gu lui avait tendu un piège. Mais avant qu'il n'ait pu s'expliquer, un énorme serpent bondit sur le côté, s'enroulant autour du dieu soleil et le clouant contre l'arbre. Shiyong identifie la créature comme un python de 4e rang, désormais bien plus puissant que les créatures de la région de Gyu, et remarque qu'il apparaît chaque fois que quelqu'un convoite son nid. Gu fait remarquer l'imprudence du dieu soleil qui a brisé ses œufs et l'avertit de se préparer à affronter la colère du python. Lorsque le serpent ouvrit la gueule pour attaquer, le dieu soleil l'arrêta d'un simple geste, affirmant qu'une bête aussi insignifiante ne pourrait jamais espérer le vaincre. Shuyong se tint debout sur la tête du serpent, déclarant que ce n'était pas le monstre qui lui faisait face. À ce moment-là, il extrait les attributs de la créature, à savoir son agilité, sa soif de sang et sa force, brandissant son épée tout en proclamant que les meurtriers attendaient leur châtiment. Le coup blessa la bête et effleura le dieu soleil, mais pas gravement. L'adversaire rétorqua que Gu avait commis une erreur cruciale en déployant le python, car Kyong n'avait pas compris que pour accéder au rang des 12 dieux du royaume unique au palais céleste, il fallait atteindre la sphère de la vérité condensée. En réponse, Geu rejeta les affirmations du dieu soleil comme absurdes, suggérant que son adversaire ne faisait que gagner du temps en raison de sa force déclinante jusqu'à l'arrivée des autres samouraïs. Le dieu soleil répliqua en insistant sur le fait qu'un simple garçon comme Geu, limité à la zone de confinement Shi, n'avait aucune chance contre lui. Après ces mots, l'adversaire s'effondra. Épuisé, Shiyong mentionna que sa lame était imprégnée du venin d'un cobra royal, qu'il avait réservé pour nous. Shiran fit remarquer que sans cette épée, Gu n'aurait pas pu vaincre le dieu du jour. Jung réfléchit que, malheureusement, une fois le niveau de la sphère de vérité concentrée atteint, la culture du Chi prend un caractère plus introspectif, ce qui implique que le dieu du jour manque des bulles de force vitale qui l'accompagnent. Kion décida de prendre le masque du dieu du palais céleste, pensant qu'il pourrait s'avérer utile à l'avenir. Soudainement confiant, lui et ses 3 compagnons surgirent de la forêt. En apercevant le dieu du jour déchu, ils ressentirent une pointe de crainte envers Gu. Néanmoins, Hua fit remarquer que même au niveau de la région de Gyu, il ne percevrait pas la puissance du dieu du jour, et qu'un disciple médiocre comme Gu n'aurait pas pu le tuer. Peu de gens soupçonnaient que le dieu du jour avait dû être engagé dans un combat avec un python tandis que Shiyong frappait par derrière. Jéhu trouva cette théorie intrigante, mais insista sur le fait qu'il avait effectivement lâché la bête sur le dieu du jour. Kuo ordonna à ses disciples de capturer Shiyong et de l'amener devant le Seigneur céleste, ce qui incita le trio à se précipiter sur Jéhu avec l'intention de l'attaquer. Une aura menaçante enveloppa Cheyong. Il ne montra aucune crainte lorsque 2 étudiants, tous 2 au moins au 8e niveau de confinement du Chi, se précipitèrent sur lui. D'un mouvement rapide, il les souleva du sol avant de les laisser retomber brutalement. Témoin de cette scène, quelqu'un s'écria, incrédule, remettant en question la présence d'un utilisateur de Chi de niveau 6, capable de renverser des adversaires aussi redoutables d'un simple geste. Sheyong répondit qu'il ne comprenait pas pourquoi il cherchait à l'éliminer. Gu supposa qu'il souhaitait impressionner Sir Zia, révélant que Shiran pouvait tuer sans effort toute personne qu'il rencontrait pour la première fois, sans aucune rancune. Il ajouta que si le type était si désireux de connaître le motif, il devait tenir compte de sa propre vulnérabilité, car l'éliminer était le choix le plus simple. En réponse à cela, Shiran chargea Geu avec son épée, prêt à frapper. Sheyong remarqua que Shiran se trouvait dans la sphère Yuan, ce qui signifiait que Geu ne pouvait pas l'affronter directement, car Hua possédait beaucoup plus d'énergie. Cela signifiait que Seh-Yong devait agir rapidement. Qui devait saisir l'occasion de le provoquer et de frapper de toutes ses forces? Après réflexion, Gu défia Hua avec audace, déclarant que s'il souhaitait le tuer, il n'avait qu'à essayer. Ju tenta alors de s'échapper soudainement, mais se déplaça à une vitesse incroyable. Shiran fut déconcerté par cela, car une telle vitesse semblait être à la hauteur des avancées technologiques de la Terre. Perché sur un arbre,
Chae-young demanda à Hugues comment un disciple classé parmi les 30 meilleurs pouvait lutter contre un disciple de la secte extérieure, cherchant à obtenir une promotion. En réalité, les attributs Python que X-Young avait absorbés amélioraient encore davantage sa vitesse. Furieux, Hua cria qu'il allait bientôt faire supplier le jeune homme à genoux avant de se précipiter sur lui avec son épée. Pendant ce temps, Gu descendit de l'arbre, satisfait que son plan se déroule comme prévu. Il était impatient de tester sa nouvelle force. Les épées des deux hommes s'entrechoquèrent, et l'épée Kyong trancha l'arme de Shiran. Il fut projeté au sol. Gu pressa son épée contre la gorge de Shiran, le raillant sur le fait d'avoir été battu par un disciple comme lui, appelant Ewa, maître. Turan protesta bruyamment, affirmant que la situation était impossible, car Shaolin n'était qu'au 6e niveau d'étude du Shi, et que personne ne pouvait le vaincre d'un seul coup. Chae-young pensait que les diverses capacités qu'il avait acquises lui permettraient de vaincre sans effort quelqu'un comme Hua. Cependant, Kyong fit remarquer à haute voix qu'il ne s'était pas attendu à ce qu'elle soit aussi faible. Shiran se rendit compte que malgré son erreur, Shi-young lui-même ne s'était pas attendu à contrer son attaque la plus féroce. Hua traita Geu d'imprudent, le qualifia de gamin et l'exhorta à se lever et à se battre s'il n'avait pas peur. Alors qu'il s'apprêtait à trancher la gorge de Jehu, il entendit soudain un bruit qui se rapprochait. Il s'agissait de guerriers venus de la forteresse céleste, à la recherche de Kyong. Je compris que les soldats célestes allaient bientôt le localiser à Hua. À ce moment-là, alors que Hung Se-young était perdu dans ses pensées quant à la suite des événements, Shiran, blessé, échappa à l'épée de Guo et s'enfuit. Il appela Taguchi Yong pour lui demander d'attendre son retour au clan et le maudit de connaître une fin tragique. Les soldats du château céleste entendirent ces paroles et se précipitèrent vers lui. Je trouvais choquant qu'il se traite avec autant de dureté, allant jusqu'à se blesser pour pouvoir s'échapper. 11. Yong réfléchit au nombre écrasant de soldats célestes et à un ministre qui ne connaissait pas bien le royaume, et comprit qu'il devait se retirer. Ju pensait que sa nouvelle vitesse lui permettrait d'échapper à ses poursuivants, mais il se souvint que la princesse l'avait aidé à s'échapper. Ju conclut qu'il devait oublier la jeune fille et s'enfuir s'il tenait à la vie, sachant qu'il ne pouvait rivaliser avec ce fonctionnaire. Pourtant, un fort sens du devoir et de l'honneur poussa Gu à retourner sur le champ de bataille. Perché au sommet d'un arbre, il observa les environs. Curieusement, tout le monde avait disparu, laissant le vainqueur dans l'incertitude. Jae-young pensa que cela n'avait pas d'importance, estimant qu'il pouvait retourner en toute sécurité au clan car les montagnes restaient dangereuses. Alors qu'il s'apprêtait à descendre, il sentit quelqu'un derrière lui. Il reconnut rapidement l'aura du Seigneur du Ciel, ce qui le laissa stupéfait et effrayé. La silhouette derrière lui demanda à Gu s'il était celui que la princesse cherchait à sauver. Tae-yong posa à nouveau la question, comme si la précédente n'avait pas été entendue. L'effort semblait douloureux pour le jeune homme. Flay demanda si Gu était revenu pour sauver la jeune fille qu'il avait défendue, qualifiant cela d'acte touchant. Toujours paralysé par la peur, Chae-young resta silencieux. Une seule pensée l'habitait. Fuir. Mais alors qu'il tentait de s'enfuir, il fut repoussé. D'un simple geste de la main du Seigneur, il tomba au sol, hurlant de douleur. Shi-young resta immobile, regardant timidement le Seigneur qui se tenait au-dessus de lui, déclarant qu'il allait maintenant voir si la princesse viendrait à son secours. Se relevant rapidement, il a insisté auprès du gentilhomme qu'il y avait eu un malentendu. Shi-young a affirmé qu'il n'était qu'un disciple junior qui ne connaissait pas le nom du maître et que celui-ci pouvait le laisser partir sans crainte. Le Seigneur du Ciel répondit qu'il devait vérifier quelque chose et lui posa une question en retour pour clarifier son propos. Le gentilhomme répondit que la reine Yan comprenait l'importance de sa lignée pour la Terre Sainte, mais se demandait pourquoi elle avait quitté le palais pour vivre seule dans les montagnes. Lorsque le Seigneur lui demanda s'il connaissait le terme « palais », il demanda ensuite à Shi-young s'il savait que la jeune fille était une princesse, la fille de l'empereur du grand royaume de Yun, Yan King. Jehu comprit alors pourquoi la jeune fille était si bien développée. L'évêque s'adressa à Se-young, lui demandant de confirmer ses soupçons. Gu pensait que c'était impossible, car la jeune fille ne pouvait pas l'aider. Il semblait que l'homme avait l'intention de lui faire du mal. Shi-young s'était résigné à son sort lorsque soudain une princesse intervint, mettant fin à l'attaque du Seigneur. Shi-young fut stupéfait lorsque le Seigneur interrogea la princesse à son retour, car elle avait auparavant échappé au danger.
La jeune fille ne répondit pas, ce qui conduisit Gehu à croire que le vieil homme avait effectivement vu juste. Plus tard, Ka fit remarquer à Sejong qu'il avait de la chance, haussant les sourcils d'un air perplexe. La princesse s'adressa au seigneur, le traitant de vieillard, et déclara qu'il parlait trop, indiquant qu'il était temps d'agir. Elle se prépara à frapper le seigneur du dragon royal Shi en premier, mais celui-ci parvint à se défendre grâce à un geste opportun. Le seigneur reconnut la force du dragon royal Kai, mais suggéra que la jeune fille aurait besoin de plus que cela pour le vaincre. Sur ce, il lança une attaque, prenant la jeune fille au dépourvu alors qu'elle choisissait d'absorber le coup. Pendant ce temps, Gehu, observant le conflit, se sentait incertain. Si même la princesse ne pouvait rivaliser avec le seigneur, soudain, un attribut appelé Dragon Royal Kai vola vers lui. Il l'attrapa, sentant son immense énergie l'envelopper et former une aura autour de lui. Le maître se jeta sur la jeune fille en criant sauvagement « Avec ce coup, je vais briser ton dragon royal, Kai !» Ses yeux étaient fous, semblables à ceux d'un fou, alors qu'il proclamait qu'il allait anéantir la princesse ce jour même. Sorti de nulle part, Gu intervint, se plaçant entre la princesse et le maître, déclarant « Tu rêves, vieil homme !» Il leva une épée qui rayonnait l'essence du dragon royal Kai. Le jeune homme proclama qu'avec la puissance qu'il avait rassemblée, l'épée était désormais l'arme la plus redoutable, surpassant même celle de Charon. Il brandit la lame en disant « Donne-moi ta vie ». Le maître, témoin de la scène, demanda avec indignation comment le garçon osait l'affronter. Il affirma avec arrogance qu'il pouvait facilement se débarrasser de Gehu d'une seule main, tendant sa paume pour contrer l'attaque. À la grande surprise du maître, l'épée parvint tout de même à le transpercer, le laissant sans défense. Cela rendit le maître furieux, qui réprimanda violemment Kyong pour son audace. Profitant de l'occasion, la princesse décida que c'était le moment idéal pour frapper le maître alors qu'il était sans défense. Elle lui asséna un coup qui lui fit cracher du sang et fit voler son masque. À cet instant, la princesse saisit la main de Kyong en s'écriant « Partons !» et ils commencèrent à s'enfuir ensemble. Une fois qu'ils eurent atteint une distance suffisante, ils s'arrêtèrent pour réfléchir à la suite des événements. La jeune fille assura que son attaque avait neutralisé l'officier pour le moment. Elle exhorta Sejong à retourner rapidement auprès du roi pour l'informer de sa situation. Elle se déclara souveraine du grand Yuan, fille du roi Luan, affirmant que quelqu'un viendrait sûrement la chercher. Le garçon lui recommanda d'être vigilante, car le seigneur était un démon qui pouvait la poursuivre à tout moment. La princesse apprécia l'inquiétude de Gu. Alors que le garçon s'apprêtait à partir, la jeune fille le retint, lui révélant qu'elle ne connaissait toujours pas son nom. Le jeune homme se présenta, expliquant qu'il était membre de la secte extérieure, mais qu'il avait désormais de fortes chances de devenir disciple intérieur. La princesse exprima sa gratitude à Jae-yong pour l'avoir sauvée. En réponse, Gu fit remarquer maladroitement que c'était en fait la jeune fille qui était revenue la première pour le sauver. Shi-yong lui demanda pourquoi elle était revenue, soulignant que même le vieux démon soupçonnait son désir d'aider Guo. Avant que le jeune homme n'ait pu terminer sa pensée, deux grands oiseaux s'élevèrent dans le ciel, chacun transportant un samouraï. La jeune fille mentionna que ces individus étaient venus pour elle. Les samouraïs descendirent des oiseaux et s'approchèrent de la princesse. Une fois à terre, ils s'agenouillèrent devant elle, et le chef s'excusa d'être en retard et de l'avoir effrayée, déclarant qu'il méritait d'être puni pour sa transgression. Il demanda ensuite à la princesse de retourner au palais et l'informa qu'il avait envoyé des équipes de recherche pour s'assurer que le démon ne s'échappe pas. Ensuite, la princesse et les trois samouraïs montèrent sur les oiseaux et s'élevèrent vers le château, tandis qu'il observa leur départ pendant un moment avant de se diriger vers son roi insecte. À l'entrée de la secte, Gu se sentit soulagé d'être enfin de retour. Alors que Shi-yong marchait dans la secte, il réfléchit à son intention initiale de cultiver son énergie vitale à l'extérieur, réalisant finalement qu'il avait fait le contraire. Il décida de rester dans la secte pour accumuler de la force. Soudain, un disciple de Jiang Hai se précipita vers Gu. Il le salua et lui demanda où il était passé, lui rappelant qu'il ne restait plus que 3 jours avant l'examen semestriel intersecte. Shi-yong haussa les sourcils de surprise, reconnaissant que sans le rappel de frère Shanghai, il aurait pu oublier l'examen. S'approchant de Kyong, le jeune homme lui demanda discrètement s'il s'était fait des ennemis pendant son absence. Kyong l'informa que, la veille, quelqu'un de l'intersecte avait demandé où se trouvait Shi-yong. En entendant cela, j'ai eu compris qu'il avait dû revenir à la secte plus tôt que prévu. Jiang Hai, surpris par cette révélation,
demanda comment frère Gu pouvait en vouloir à Shi Yong de l'intersecte. Qion répondit simplement que cela n'avait aucune importance et qu'il avait l'intention de l'accompagner à Shanghai. Il mentionna sa force, classé 28e expert au sein de la secte intérieure, et avertit que les disciples de l'intersecte pouvaient de facilement éliminer ceux de la secte extérieure, conseillant de ne pas les provoquer. Il exprima sa gratitude à Jiang Hai d'avoir porté cela à l'attention de Shi Yong et assura qu'il serait prudent à l'avenir. Cependant, Gu nota que frère Jiang ignorait le niveau de cultivation actuel de Shi Yong. Il choisit donc d'accepter sa bonne volonté. Jiang Hai a ajouté qu'ils avaient de la chance que la secte extérieure soit un endroit si chaotique qu'il n'était pas facile d'y localiser quelqu'un, et il s'est engagé à faire en sorte que les autres gardent secrète la localisation de Shi Yong. Soudain, Jiang Hai se souvint d'une autre personne qui s'intéressait à l'endroit où se trouvait Shi Yong, exprimant sa surprise de ne se souvenir d'aucune offense envers un nombre aussi important de personnes. Shanghai fit remarquer avec condescendance que Gehu avait une mauvaise mémoire et lui rappela l'humiliation passée de Shi Yong impliquant une querelle avec une fille, laissant entendre qu'il avait une dette. Gehu comprit rapidement que Chen faisait référence à Sœur Ziya et lui demanda ce qu'elle attendait de Shi Yong. Jiang Hai admit qu'il ne disposait pas de cette information et suggéra à Shi Yong de s'adresser directement à la jeune fille. Après cela, il se retourna et partit, tandis que Shi Yong jugea inutile de demander à Sœur Ziya quelles étaient ses intentions. 3 jours plus tard, les disciples de la secte extérieure se sont rassemblés à l'entrée du temple, dans l'attente de l'examen semestriel intersecte. Sœur Zi est apparue parmi les étudiants, demandant le silence tout en tenant un parchemin. Elle annonça que les 10 meilleurs élèves de l'examen semestriel externe recevraient des pierres vierges de qualité moyenne. Les 3 premiers recevraient des pilules de cultivation du Qi, et le gagnant remporterait une technique de haut niveau. Sœur Tia souligna que seuls ceux qui avaient atteint le 6e niveau d'emprisonnement du Qi pouvaient participer et que les concurrents devaient montrer leur capacité de manière efficace. Sœur Xian déclara le début du match dans l'allée où se trouvaient les guerriers de bois. Le premier concurrent était Tan Ming. Zhang informa Gehu que Tan Ming avait presque atteint l'intersection lors de son dernier examen et qu'il se trouvait désormais au 9e niveau d'emprisonnement du Qi. Jay Yong demanda à l'ami de Tang Ming s'il pensait que celui-ci avait une chance d'entrer dans l'intersection cette fois-ci. La réponse qu'il reçut suggérait que, selon les rumeurs, le 6e niveau était suffisant pour passer le premier tour, mais que même quelqu'un au 7e niveau serait confronté à des défis considérables. Gehu supposait que le score serait influencé par le temps nécessaire pour accomplir la tâche, ce qui indiquait la nécessité d'agir rapidement. Pendant ce temps, le chef de la secte, assis sur son trône, interrogeait Sœur Ziya au sujet des rumeurs selon lesquelles elle aurait perdu un pari. Il mentionna qu'un jeune homme de la secte extérieure avait réussi à neutraliser Silla à main nue, ce qui éveilla son intérêt. La jeune fille comprit rapidement pourquoi le maître voulait observer cet examen. Le maître demanda à Sœur Ziya si elle avait atteint le stade de la sphère de vérité condensée. Elle répondit par l'affirmative. Il fit remarquer que Bailin Jiang de la base, dont la secte est Jake Shun de la secte Hanyu, avait atteint ce niveau plus rapidement qu'elle. Le maître interrogea Sœur Xu sur ses perspectives dans le tournoi des 4 grandes sectes, ce à quoi elle lui assura qu'elle ferait tout son possible. Il fit remarquer que des rumeurs circulaient selon lesquelles Sœur Xu pratiquait des techniques secrètes, se demandant si c'était dans le but d'atteindre le stade avancé de l'accumulation de Qi. Elle resta silencieuse lorsqu'il mentionna Baymax, le meilleur disciple de la secte Baeksu, qui, bien qu'étant une figure de proue, était toujours considéré comme un novice dans le pays de Great Yun. Il lui conseilla que pendant le tournoi des sectes, il était crucial de briller de 1000 feux pour assurer la victoire. Gu Young, même au 6e niveau d'emprisonnement du Qi, avait réussi à surpasser la jeune fille. Sœur Ziya a exprimé sa compréhension des idées du maître et l'a remercié pour ses conseils. Le maître reconnut que même si Sœur Xia était peut-être la plus forte du roi Yun, elle aurait du mal à relever les défis du monde. Il suggéra qu'observer l'examen pourrait lui être bénéfique, surtout avec l'apparition potentielle de Guqi Yang. À ce moment-là, Tang Ming sortit de la salle d'examen. Les étudiants remarquèrent que même 2 bâtons d'encens n'avaient pas complètement brûlé pendant son examen. Sa performance rapide les amena à croire qu'il obtiendrait la première place. Ensuite, le tour de Busheyong fut annoncé. Gehu conclut que, puisqu'il visait la réussite, il n'avait pas besoin de cacher ses capacités. En entrant dans la pièce, il remarqua de nombreuses figurines en bois ressemblant à des humains.
À sa grande surprise, il se rendit compte que ses combattants en bois possédaient une force qui les rendait plus puissants. Il trouva cette tactique ingénieuse, notant divers attributs. L'excitation le parcourut lorsqu'il comprit que ces figurines étaient conçues pour augmenter sa propre force. Chae-Young a pensé qu'il devait libérer son potentiel et a commencé à exploiter les bulles de force vitale. Une fois qu'il a absorbé cette énergie, les adversaires en bois se sont affaiblis, ce qui a facilité leur vaincre. Il était curieux de savoir à quelle vitesse il pourrait terminer cette phase. À la stupéfaction générale, Bushei-Yun sortit de la zone d'essai avant que la moitié de l'encens ne soit consumée. Les élèves étaient déconcertés par sa rapidité et soupçonnaient qu'il avait triché. Un observateur, après avoir inspecté la pièce, se précipita pour informer Sir Isha que tous les guerriers en bois avaient été détruits. Le maître fut stupéfait et demanda comment cela avait pu se produire. L'homme expliqua que chaque guerrier avait été anéanti, mettant fin à l'examen. Le maître affirma que c'était impossible, affirmant que chaque guerrier était fortifié au 6e niveau d'emprisonnement Kai, ce qui nécessitait une stratégie pour les vaincre. Le maître a convoqué Sir Ziya pour l'accompagner et enquêter sur la situation. En entrant dans la salle d'examen et en examinant les restes des guerriers, le maître en déduisit que des techniques d'épée avaient clairement été utilisées et que Se-Young avait attaqué de manière imprudente, sans aucune manœuvre d'esquive. Le maître s'est enquis de l'identité de l'agresseur, et le jeune homme a révélé qu'il s'agissait de Gu Chi-Young. Gu Chi-Young salua maladroitement le maître et Sir Ziya. Furieuse, Ziya exigea que le jeune homme révèle la technique obscure qu'il avait utilisée pour abattre tous les gardes en bois. Chae-Young suggéra que le problème venait peut-être de la mauvaise qualité des figurines en bois, car Gu les avait à peine touchées, et elles s'étaient déjà effondrées. « Vous voyez » s'exclama-t-elle, soulignant que cela n'aurait pas dû être possible, d'autant plus que l'aîné avait renforcé leur force. Elle interrogea Gu sur la manière dont il avait réussi à les vaincre si facilement, étant donné qu'il était censé être au 6e niveau d'emprisonnement du Shi. Le maître a précisé que Gu n'était pas au 6e niveau de compréhension du Kai, mais qu'il avait en fait atteint le 9e. Les élèves ont poussé des cris d'incrédulité en entendant cela. Sir Ziya avait du mal à accepter la déclaration du maître, se souvenant de sa propre évaluation d'il y a seulement un mois. Il semblait impossible de passer du 6e au 9e niveau en si peu de temps. Les enseignants parlèrent d'un prodige qui avait progressé en 2 ans, alors qu'1 mois auparavant, un tel exploit semblait inaccessible. À présent, Du Xiong expliqua qu'il avait accédé au pavillon des écritures tibétaines, appris la technique du sabre de l'assassin solitaire et rencontré par hasard 2 lanceurs de sorts de niveau 9 dans les montagnes Qilian. Sir Ziya se souvint qu'1 mois auparavant, Gu avait déjà maîtrisé la technique du sabre et atteint le 9e niveau de compréhension du Kai, suggérant que s'il frappait plus fort, quelqu'un comme Kyong pourrait effectivement détruire toutes les figurines en bois. Cependant, Sir Ziya était troublé par les progrès rapides de Gu en seulement 1 mois et les changements importants que cela impliquait. Le maître rit, notant qu'il était impressionnant que le jeune homme ait gravi 3 niveaux en seulement 1 mois. Même si Se-Young considérait cela comme une simple chance, une telle fortune était souvent liée à un potentiel inné. Le roi de la secte semblait béni par les cieux, accueillant un nouveau génie. L'ancien encouragea Qiang à poursuivre sur sa lancée. Au tour suivant, Gu remercia l'ancien lin pour ses paroles aimables et promit de donner le meilleur de lui-même. Le maître demanda à son assistant d'annoncer que tout le monde devait se rendre au 2e lieu pour la phase suivante de l'examen. À ce moment-là, Tang Ming lança un regard furieux à Gu Chi-Young depuis la foule. Il se rendit compte que les événements qui se déroulaient contredisaient les informations qu'il avait reçues. Géu avait déjà atteint le 9e niveau de compréhension de Kai. Cependant, grâce à la pilule secrète de M. Hua, il était convaincu de pouvoir facilement éliminer Géu. Une fois Géu éliminé, Tang Ming avancerait dans l'intersection et réussirait grâce à leur soutien. Il en était convaincu. Le lendemain, il fut annoncé que les personnes ayant passé le premier tour s'affronteraient dans 8 arènes pendant plusieurs jours, afin de décrocher une place dans le top 10. La deuxième phase consistait en des duels en tête-à-tête. Le concurrent qui devait affronter Géu lui demanda d'y aller doucement. Sir Xu, qui observait les matchs, remarqua qu'après le premier tour, la foule considérait Gu Chi-Young avec un nouveau respect. Elle se demanda si Se-Young pourrait également décrocher la première place dans les combats individuels. Se-Young a averti son adversaire de faire attention et a lancé une attaque rapide. Géu a contourné son rival, qui a rapidement reconnu sa défaite.
L'officiel a annoncé que Gucci Yong était le vainqueur. Se-hyung allait connaître un résultat similaire lors des rounds suivants. Le public a commencé à scander le nom de Gucci Yong, tandis que le maître le félicitait, déclarant qu'il était sans égal dans la secte extérieure. Le maître a envisagé d'assigner un mentor expérimenté à Se-hyung dans la secte intérieure. Finalement, le match final fut annoncé. Gucci Yong contre Tang Ming, tandis que la foule se ralliait derrière Gucci. Tang Ming exprima sa surprise que Gucci Yong ait atteint la finale. En réponse, Se-hyung croisa les bras avec dédain, affirmant que ce n'était que de la chance et assurant que frère Tang serait un adversaire facile à battre. Tang Ming déclara qu'il ne concéderait pas la victoire facilement et lança son attaque. Jae-yong, souriant à Tang, le défia pour lui donner une leçon. Le maître qui observait la scène fut stupéfait de constater que Yong avait déjà compris l'intention du sabre, que les élèves se souvenaient l'avoir vu utiliser contre Sir Su. Tang s'exclama qu'il n'avait jamais rencontré une telle technique auparavant. Même le rival de Guo se rendit compte que sa vitesse s'était nettement améliorée. Encore un peu, et il le dépasserait. Tang Tae-yong passa en trombe devant Ming, laissant derrière lui une traînée de flammes sur le sol. Dans son sillage, le sol à l'endroit où il était passé se fendit, créant une fissure. Les élèves qui observèrent le duel restèrent stupéfaits. Tang Ming se demanda comment il pouvait y avoir une telle disparité de force entre eux, car il était certain que Chaiyan était au 6e niveau de contrôle du Qi. Pendant que Tang Ming réfléchissait à cela, Shi-yong le dépassa en courant et asséna un puissant coup de poing au visage de son adversaire. Tang Ming fut projeté à plusieurs mètres et réalisa qu'il allait peut-être devoir recourir à l'objet qu'il croyait lui avoir été offert. Il sortit une petite sphère, une pilule secrète conçue pour multiplier par 100 la force physique à un moment critique du combat. Convaincu que cela lui permettrait de vaincre facilement Kyong, il était furieux et déterminé à donner une leçon à Guo pour s'être mis en travers de son chemin. Shiran avait également averti Tang que s'il tentait de tricher, il lui ferait vivre une période tumultueuse dans l'intersection. Tang réfléchit à son prochain coup et avala la pilule entière. Instantanément, il sentit une vague d'énergie irradier de l'intérieur. Son corps commença à être imprégné d'une puissance immense. Le maître observa que Tang Ming avait ingéré la pilule. La jeune fille s'informa sur la pilule en question. Le maître expliqua qu'il s'agissait de la même que Sœur Isia avait précédemment jugée excessivement dangereuse. Il mentionna avoir consacré la moitié de sa vie à la création de pilules de longévité, ce qui lui conférait une grande connaissance du sujet. Par conséquent, il était récemment devenu réticent à les accepter. Chaque élixir ou pilule possède non seulement des propriétés curatives, mais aussi des effets secondaires potentiels. Normalement, les cultivateurs utilisent un petit nombre de pilules réchauffantes pour faciliter une absorption plus rapide de l'énergie chi de leur environnement, avec un minimum de dommages corporels. Les pilules secrètes améliorent certes les taux d'absorption d'énergie, mais elles causent également des dommages plus importants. Cependant, certaines pilules sont capables de libérer tout le potentiel du corps humain, facilitant ainsi une progression rapide dans les étapes de cultivation, mais au prix d'une souffrance intense lors de la libération de tout le chi contenu dans le corps du cultivateur. Alors que le maître racontait l'histoire, Tang Ming hurlait de douleur sous l'effet de la pilule. Sœur Qian demanda si elle devait intervenir. Le maître remarqua que le teint de Tang Ming avait foncé, indiquant que la puissance de la pilule était trop forte et s'était accumulée dans ses méridiens. Les dommages étaient irréversibles, entraînant la perte de toute son énergie cultivée. Le maître demanda à Sœur Zia de surveiller Tang Ming de près, car si elle rencontrait un ennemi insurmontable à l'avenir et recourait à cette méthode, elle pourrait subir le même sort. Sœur Zia regardait la scène avec horreur. Le jeune boucher mentionna à Tang Ming qu'avec ses capacités, frère Tang obtiendrait une place à l'intersection. Il se demanda s'il valait la peine de prendre la pilule pour obtenir la première place. En réponse, la forme monstrueuse que Tang Ming avait prise rugit, confiante que personne n'oserait lui faire du mal. Young demanda à Tang Ming s'il était certain qu'on lui avait donné cette pilule, ce à quoi Tang Ming répondit qu'il pensait qu'aider Shiran lui garantirait son admission à l'intersection. Avant que Tenmin n'ait pu terminer sa phrase, Tang Ming hurla à nouveau de douleur. Touché. Yang remarqua que l'apparence de Tang Ming avait radicalement changé. Il était désormais complètement hors de contrôle, transformé en une créature horrible. Cette créature attaquait sans discernement, ciblant actuellement Gucci Yang, le déchiquetant presque avec ses griffes. Touché.
Yang exhorta frère Tang à reprendre ses esprits, mais en vain. Tang Ming était envahi par la fureur, tout son être rayonnant d'un rouge profond. Gucci, remarquant le chi chaotique qui jaillissait de Tang Ming, observa les étranges bulles qui l'enveloppaient, marquées comme une énergie maudite. C'était la première fois que Taeyong rencontrait un tel attribut, et il hésita à l'absorber. Malgré les actions agressives de Tang Ming, Geyu ressentit un élan de sympathie pour sa souffrance. Le maître reconnut que la pilule avait infusé le corps de Tang Ming d'énergie maudite et ordonna aux gardes de le maîtriser. Gucci Yong fit remarquer que le tank avait de la chance, car il n'avait aucune intention de sauver l'homme et se concentrait uniquement sur ses qualités. Soudain, Tang Ming lança une nouvelle attaque contre Gucci Yong, mais celui-ci l'esquiva rapidement en augmentant sa vitesse. Shi Yong saisit la bulle de Tang et la serra fermement dans sa main. Sir Xu est arrivé sur le champ de bataille, avertissant Geyu de rester vigilant, car Tang avait consommé la pilule maudite. Sha Yong a détourné son regard vers Sir Xia, révélant qu'il avait absorbé l'énergie maudite. Shi Yong frappa alors Sir Xia, la faisant trébucher en arrière. Le maître se précipita à son secours et lui demanda quelle était sa situation et si elle avait des problèmes avec Kyong. Tang Ming reprit sa forme humaine et s'effondra sur le sol. Sir Si rassura le maître en lui disant qu'elle allait très bien, qu'elle était juste un peu distraite. Le maître l'exhorta à rester vigilante. La jeune fille observa l'expression du jeune homme et remarqua qu'il semblait aller bien. Le jeune homme se précipita vers Sir Xia, l'avertissant que Tang Ming n'était pas lui-même et lui conseillant la prudence. Il lui demanda de vérifier l'état de Tang et lui demanda ce qu'il avait pris, tandis que Gucci Yong se cachait derrière, la main chargée d'énergie maudite. La jeune fille pensait que New Yong l'avait simplement poussé de côté, mais il semblait maintenant être lui-même. La sœur s'approcha du jeune homme, le félicitant d'avoir obtenu la première place et remerciant Cheyenne. Elle lui assura qu'elle et le maître prendraient en soin de Tang Min, soulignant également l'expertise de M. Lin en tant qu'alchimiste et guérisseur. Gucci Yong s'inclina et demanda à Sœur Mi de prendre soin de Tang Ming, qui remarqua le changement de couleur de la paume de Guo alors que la malédiction s'estompait. Des serviteurs emportèrent le corps sans vie de Tang Ming sur une civière depuis le lieu du duel. Observant les nouveaux développements concernant Shi Yong, il fut surpris que l'examen de Tang Ming puisse se terminer de cette manière, et il était certain que Shi Yong était impliqué d'une manière ou d'une autre, ce qui lui semblait assez méchant. Il était clair que Shi Yong devait trouver un moyen d'éliminer ce problème. Lorsque Shi Yong absorba l'énergie maudite de Tang Ming, celle-ci quitta son corps mais eut également un effet sur Gu. Heureusement, il parvint à la garder sous contrôle. Il semblait qu'elle aurait dû être mieux informée de sa capacité à absorber divers attributs. Yong arriva dans la cour des anciens, qualifiant Kyong d'individu intrigant depuis que celui-ci était devenu le meilleur disciple de la secte extérieure. En seulement un mois, le maître avait accordé à Kyong le privilège de choisir n'importe quelle technique de son choix dans le pavillon des écritures tibétaines. Shin exprima sa sincère gratitude à l'ancien Lin, rayonnant de joie. Guyon ayant déjà maîtrisé la technique de l'intention de l'épée, le maître recommanda Shaolin comme disciple à l'ancien Lei, le plus habile épéiste de la secte, suggérant qu'il étudie sous sa direction. Gu avait montré de l'intérêt pour la création de pilules et d'élixirs et souhaitait se lancer dans l'alchimie. Le maître Lin fut surpris et demanda à Shi Yong s'il souhaitait vraiment explorer l'alchimie. Shi Yong estima que, puisqu'il pouvait actuellement absorber des attributs, étudier les arts martiaux semblait inutile. Cependant, se plonger dans l'alchimie pourrait améliorer sa compréhension de ses attributs. Gu exprima ouvertement son désir d'apprendre auprès de l'ancien Lin. Jae Yong réfléchit au fait que les individus ayant des niveaux de cultivation plus élevés génèrent moins d'attributs à partir de l'énergie Qi, ce qui indique que les pilules et les pierres deviendraient des sources essentielles d'attributs pour les futurs pratiquants de Qigong. Dans un accès de colère, il réprimanda Gu de feindre la naïveté, étant donné qu'il avait déjà maîtrisé l'intention de l'épée et qu'il se consacrait désormais à l'alchimie. Kyong affirma calmement sa conviction en son potentiel alchimique, citant ses échecs passés dus à un enseignement médiocre, mais il était déterminé à ne pas manquer cette chance. Sir Si, indigné, affirma que ces affirmations étaient ridicules, car les enseignants de la secte extérieure n'avaient de même jamais vu de pilule. Shi Yong mentionna son talent, ce à quoi Do rétorqua que, selon ce raisonnement, Sir Xia, qui maîtrisait également la technique de l'épée, ne devrait pas être considérée comme une élève de Maître Lin.